points et une conclusion. Comme ça, vous pourrez suivre au fur et à mesure où on est. Et la première question qui me semble intéressante de voir ensemble, c'est de dire, mais quand on parle du travail, de quoi parle-t-on? Le travail, ce n'est pas l'emploi. Donc souvent, quand on parle de l'avenir du travail, on ne parle pas du tout de l'avenir du travail, on parle de l'avenir de l'emploi. Le travail, on pratique tous les jours, tous. La plupart d'entre vous l'ont peut-être fait avant de venir, indépendamment qu'ils aient un employeur ou non. Des fois, en rentrant, en faisant une vaisselle, c'est du travail, on fait son jardin, c'est du travail, etc. L'emploi, par contre, là, c'est du travail qui s'inscrit dans le cadre d'une relation contractuelle. Et on dit, voilà, je veux toucher du pognon pour la force de travail que je mets à votre disposition. Alors, aujourd'hui, pour voir la situation dans notre pays, il est plus facile de partir du taux d'emploi que de la question du chômage, puisque, au fil du temps, on a exclu les gens du chômage, il y en a qui sont RIS, il y en a qui sont nulle part. Et donc, on n'a pas une vision, à partir des chiffres officiels, de mon point de vue, assez global. Donc c'est pour ça que j'ai préféré partir du taux d'emploi des 20-64 ans en Belgique. Les sources, l'Institut de développement durable de Philippe Defay, qui est sans doute celui qui fournit le plus régulièrement les meilleures données statistiques en Wallonie. C'est un passe-temps chez ce garçon. Il n'y a pas longtemps, il a eu des petits problèmes de santé, il était coincé chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des tableurs Excel, 8 heures par jour. Et donc ça nous permet d'avoir ces chiffres et de voir qu'il y a effectivement un taux d'emploi en Belgique qui est de 69,7%. Et donc nous ne sommes toujours pas aux objectifs que se fixe l'Union européenne pour dire qu'un pays est dans une situation correcte en termes d'emploi, il faudrait arriver à 74%. Alors pourquoi 74% en disant qu'il reste un delta important à tous les autres? Parce que lorsqu'on parle de la population active, il y a là dedans, vous voyez les âges, des gens qui sont en pré-pension, des gens qui sont malades, etc., etc. Et donc on estime qu'on est dans une situation où il y a un chômage frictionnel de 6%, ça c'est la situation où on est en plein emploi, puis il y a le pourcentage des gens qui sont dans une situation particulière, et enfin, les gens qui devraient travailler. Donc en Belgique, où ça va pas mal, on n'est toujours pas bon. On n'est toujours pas bon à cause de quoi? À cause de Bruxelles et de la Wallonie, parce que vous voyez qu'en Flandre, on est à 74,6%. Petite parenthèse d'analyse de la réalité politique, ça explique surtout aussi les difficultés qu'il y a à certains moments d'avoir des accords nationaux dans ce pays. Nous avons une région, la Flandre, qui est en plein emploi, et des régions, Bruxelles et la Wallonie, où ce n'est pas le cas. Donc on voit que lorsqu'on parle de l'avenir du travail, la première question qui se pose, en tout cas en Wallonie, c'est comment pouvons-nous donner un emploi à tout le monde? C'est la première question sur l'avenir. Alors, ce schéma, je l'ai repris parce qu'il montre bien l'évolution 2004-2018. Vous avez en bleu l'enquête qui est faite chaque année par l'Europe sur le travail. Et là, c'est vraiment un système d'enquête. On interroge les gens sur leur situation, sur comment ils apprécient. Et puis les chiffres de l'Institut du développement durable. On voit d'ailleurs que les résultats d'enquête donnent des chiffres différents. C'est logique, puisque l'IDD part de chiffres officiels ONSS, et qu'au niveau européen, on est sur base d'une enquête. Et on aurait tendance à croire qu'en Wallonie, ça va mieux, puisqu'on voit que ce taux d'emploi, même s'il est toujours inférieur, quel que soit l'indice qu'on prend au plein d'emploi, augmente. Si ce n'est, rappel mathématique d'il y a quelques années pour la plupart d'entre nous, si ce n'est que ça ne veut pas dire grand-chose si on ne regarde pas l'évolution de la population totale. Dans la même période, qu'est-ce qui se passe depuis 2014? C'est que la population totale de 20 à 64 ans, donc la base du calcul, diminue. Et donc cette évolution positive du taux d'emploi ne veut pas dire qu'il y a création d'emplois, mais veut dire que sur base de la population qui diminue, il y a un pourcentage plus important. Donc il faut faire attention aux chiffres. Sur notre région, ça me semblait important de revoir, en particulier de tenir compte, qui est qu'il y a un phénomène de dumping au niveau européen et une part importante de travailleurs d'autres pays de l'Europe. Et donc s'il y a effectivement une croissance du secteur économique en termes d'emploi, c'est un emploi qui est fortement un emploi de l'Est. Quand ce ne sont pas, rappelez-vous le chantier rive gauche, des Égyptiens employés par des Italiens,
ou voire des sans-papiers. Le service marchand se développe très fort, où là on a une croissance même supérieure à nos voisins. Si vous voyez qu'ils sont sur un indice 106 pour l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, chez nous on a 107,1. Donc nous sommes vraiment en train de passer d'une société belge dont on avait une image fortement industrielle à une société de services, puisque le service non marchand s'accroît également. Je veux dire donc qu'en termes d'évolution, en termes d'avenir du travail, c'est bien dans ces secteurs des services qu'il faut être attentif. Et quand on parle des secteurs de services marchands et non marchands, ça veut dire aussi les pouvoirs publics, ça veut dire la santé, ça veut dire, puisque j'ai vu le nom de votre club, tout le secteur de l'aéroport, la biochimie, etc., etc. Alors, j'aime aussi ressortir ce graphique-ci pour voir quelle est notre situation et comment on doit réfléchir à notre avenir, qui est la répartition des postes de travail salariés sur notre bassin. Et là, je recevais des confrères italiens il y a une quinzaine de jours, et lorsque je présentais ça, ils venaient à Charleroi. Charleroi, pour eux, ça veut dire les mines, ça veut dire la sidérurgie. Et on leur montre ce graphique-là, où on voit que l'industrie, aujourd'hui, ne représente plus que 13% de l'emploi total sur notre bassin. Et c'est bien l'administration de la défense, enseignement et santé sociale qui représente 42%. Donc les choses se sont complètement transformées, ce qui veut dire, encore une fois, que si nous voulons parler d'avenir du travail, nous ne parlons plus de la même chose. Est-ce que cela veut dire que l'on doit rester dans cette dynamique-là? Non, je pense que ça a deux significations. C'est une première signification qui est que l'évolution des formations doit tenir compte de ça, et qu'il y a effectivement des formations spécifiques qui ne sont pas des formations de type industriel classique qu'il faut promouvoir, mais par contre aussi que nous devons redéployer un avenir industriel qui n'est pas celui que l'on a connu par le passé, et que sans doute les questions écologiques et environnementales devraient permettre cela. L'industrie, ce n'est pas obligatoirement produire du fer, être dans des laminoirs, etc., etc. Donc, premier volet, c'est quoi la situation de l'emploi? Deuxième volet, la situation économique. Tout ça, on le sait tous, j'imagine, c'est aussi pour gagner de l'argent. A priori, c'est mieux qu'on a un travail qui nous plaît bien, qu'on s'amuse, mais la première raison, c'est quand même en général d'aller gagner son salaire. Et donc, quelle est la situation aujourd'hui des travailleurs? Les sources ici, ce n'est pas un mouvement social clairement marqué, c'est l'OIT. Je vous rappelle, on vient de fêter d'ailleurs l'anniversaire de cet organisme international, l'Organisme international du travail. C'est un organisme qui, c'est le seul organisme mondial tripartite, États, l'ensemble des États de l'ONU, les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs. Donc, chaque fois que l'OIT sort un document, c'est qu'il a été validé par ces trois parties. Donc, on peut se dire qu'il tient un peu la route. Alors, par honnêteté intellectuelle, j'ai été piqué à mise en page chez mes confrères de la FGTB. Quand un autre syndicat a fait une belle mise en page, donc on leur piqué. Il faut bien que ça s'explique. Mais donc, l'OIT, la source reste l'OIT. Et qu'est-ce qu'elle nous montre? C'est l'évolution des salaires réels. C'est-à-dire en déduisant l'inflation. Et là, on est en Belgique, dans une situation où ces dernières années, les salaires réels n'ont cessé de diminuer. 0,5, 1,5, 0,3, 0,1. Donc ça, c'est aussi une des questions qui se posent à nous, quand on parle de l'évolution du travail. C'est quel est le pouvoir d'achat du travailleur? Quelles sont les personnes qui ont accès à l'emploi? Et comment ça s'inscrit dans notre déploiement économique? Et ces salaires, s'ils ont diminué, aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure parce que les nouvelles données avec François sont sorties, et l'excellent travail d'analyse de nos amis du CM. J'ai bien passé. C'est important de voir quel est le salaire médian. On parle souvent de moyenne. La moyenne ne donne pas la vraie vision, me semble-t-il. Ce qui me paraît plus important, c'est le salaire médian, donc c'est vraiment les 50% de la population qui sont en dessous de ce salaire et les 50% de la population qui sont au-dessus. Et on voit que ce salaire médian n'est quand même pas mirobolant, il est en dessous, bien entendu, des 3 000
qui atteint les 3140, il est donc en dessous du salaire moyen, et avec des différences, et ça c'est ça que je voulais montrer, assez importantes entre Bruxelles, la Flandre et la Wallonie. De nouveau, petit clin d'œil à la situation politique, c'est aussi une explication des différences de comportement des populations et des attentes des populations lorsqu'on est sur des différences salariales aussi importantes. Quand tu veux, moi c'est comme tu préfères. C'est un salaire brut. C'est brut, oui. Évidemment, on peut le mettre en... François est meilleur que moi sur ces questions. Et ça tient compte, par exemple, de la vie? Non, c'est juste... Non, c'est le salaire. Le hiérarchie précédent ne rend plus la dimension mondiale, puisque là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré justement les aspects d'inflation pour voir l'évolution. Pour être précis, au niveau du salaire brut, c'est le salaire brut mensuel, c'est le salaire brut mensuel qui est calculé sur un annuel qui tient compte en fait de la prime de fin d'année, du pécule de vacances et des primes du réel récurrentes. salaire annuel. Et des primes récurrentes. Donc en fait, ça tire vers le haut quelque part une réalité qui n'est pas. Donc la vérité est en dessous. Autre aspect qui permet de voir c'est quoi notre situation aujourd'hui dans le rapport au travail et au salaire, c'est un indice de nouveau dans la sur des sources officielles, c'est l'OCDE, donc c'est pas un groupuscule gauchiste, fût-il sympathique. C'est le rapport entre le salaire minimum et le salaire médian, c'est ce qu'on appelle l'indice de Keynes. Et qu'est-ce que l'on voit en termes d'évolution en Belgique? C'est que non seulement on s'est rapproché de la moyenne OCDE, alors que normalement en Belgique on est dans la meilleure situation, mais qu'en plus maintenant on est passé en dessous. Ça c'est vraiment un indicateur intéressant, c'est de se dire, tiens, si je prends le salaire minimum aujourd'hui en Belgique, et que j'essaie de voir la part, le pourcentage qu'il représente par rapport au salaire médian, on est dans une situation qui se dégrade au fil du temps. Donc ça veut dire que les travailleurs s'appauvrissent. C'est pour qu'on ait une vision, quand on parle de salaire brut tout à l'heure, on disait 3700 aidés, il faut se rendre compte qu'en net, c'est quand même quasi la moitié. Mais ça reste même le médian, on cherche un peu loin après dans les chiffres. Oui, 3140, c'est un salaire brut, 3140, donc en clair, dans la poche, ça fait 2005. Quoi. Non, entre 1008 et 2000. C'est 2 tiers, c'est 33. Entre 1008 et 2000. Ben oui. Je pense que c'est plus parlant encore, non? Oui. La difficulté dans un exposé, c'est que comme la question du salaire net tient compte de la situation personnelle de chacune, le nombre d'enfants, etc., c'est très compliqué. Mais sinon, tu as raison, tout à fait. Ça veut dire quelqu'un qui aura un salaire brut comme celui-là, il a en poche. Il n'a pas en poche 3000. Il a 2000. Alors, s'il y a intérêt à voir ce salaire, là on passe ici sur un type de référence, c'est aussi déclassé par des signes. Et là on voit que, c'est l'autre élément que je voulais mettre en avant, j'évoquais tout à l'heure la situation des femmes, en bleu, les hommes en rouge. Plus on est dans des tranches de salaire basses, plus il y a de femmes. Et là, lorsqu'on parle de la question de bas salaire, donc de la pauvreté, cela touche particulièrement les femmes. Et à l'inverse, lorsqu'on est dans des hauts salaires, au-dessus de 6 000, là, on est avec une proportion d'hommes beaucoup plus importante. Donc l'inégalité salariale, dans les faits, continue à exister. Donc il y a effectivement un dispositif légal qui l'empêche. Dans une entreprise, un homme ou une femme qui ont le même emploi auront le même salaire. Et c'est déjà très bien. Après, il y a l'effectivité de tout cela. Et lorsqu'on regarde des données comme celle-ci, on voit qu'il existe encore une inégalité importante entre hommes et femmes. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que, généralement, les femmes font des 4/5e des congés parentaux, etc. Ça explique ça. Donc, il y a le type d'emploi occupé. On le voit très fortement dans des secteurs qui s'est fort développé ces dernières années, par exemple sur celui des titres services, qui est un secteur mal payé, qui est un secteur quasi exclusivement féminin. C'est une explication. D'autres explications sont effectivement le temps partiel. C'est clair que ça a un rôle. Et de nouveau, la question très culturelle de l'égalité hommes-femmes,
on constate qu'y compris dans nos contrées, lorsqu'il faut faire le choix de qui reste à la maison pour l'enfant, de qui réduit son temps de travail pour aller chercher l'enfant à l'école, c'est très majoritairement toujours les femmes qui le font. Contexte général, focus sur les travailleurs pauvres. Alors, pourquoi, c'est quoi la pauvreté? Je viens de le rappeler, une définition sur laquelle on peut être d'accord qui est celle des Nations Unies, c'est la combinaison de la pauvreté en termes de revenus, de développement humain et d'exclusion sociale. Donc la pauvreté, c'est revenus, développement humain et exclusion sociale. Sur cette base-là, aujourd'hui en Belgique, 20,7% de nos concitoyens courent un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. C'est énorme. Certains d'entre vous auront peut-être vu début de semaine dans une groupe Sud-Presse une étude de Solidaris qui cite d'autres chiffres encore pires, puisque dans l'étude de Solidaris, on disait qu'il y avait 48% des travailleurs qui étaient en risque de pauvreté. C'est parce qu'ils ont pris un autre critère, c'est pour ça que je rappelais quels sont les critères ici mis en œuvre. Eux, le critère qu'ils ont pris, c'était l'incapacité en fin de mois pour le travailleur, pour le ménage, de mettre de l'argent sur le côté, de se constituer une épargne. Et ils constataient que 48% de la population est en incapacité en fin de mois de mettre un peu d'argent de côté. Et donc ça ne répond pas aux critères internationaux, ce qui explique la différence entre les 20,7% qui sont déjà un chiffre énorme et le chiffre de Solidaris. En termes européens, qu'est-ce qu'on prend comme indicateur? Les revenus, la privation matérielle grave et les ménages à très faible intensité de travail. On revient là au début de l'exposé sur la question emploi-travail. Il faut entendre ici travail sous l'emploi et effectivement, on constate que les ménages où il y a peu de temps de travail, peu de temps d'emploi, sont dans des risques de pauvreté plus importants, c'est assez logique. Maintenant, si on prend le taux de pauvreté tel qu'il est utilisé au niveau européen et au niveau fédéral et wallon, qui est les revenus inférieurs à 60% du revenu médian national, donc les fameux 3 000 euros qu'on a vu tout à l'heure. Quelqu'un qui a des revenus qui sont inférieurs à 60% de ces 3 000 euros. En Belgique, on était en 2016 à 4,7% de la population concernée, 5% en 2018, alors qu'en Europe, on est plutôt autour de 10%. Donc nous sommes quand même dans une situation, en Belgique, un peu mieux protégée qu'ailleurs, où la situation est un peu meilleure qu'ailleurs, puisqu'il n'y a, entre guillemets, que 5%, c'est déjà 5% en trop, de gens qui sont en risque de pauvreté, alors qu'on est plutôt à 10% dans le reste de l'Europe. De l'Europe des 28, donc il y a quand même des pays avec des situations sociales et économiques qui sont quand même très différentes des nôtres. Face à cela, hypothèse qui vient souvent avant, mais donc les gens vont peut-être chercher du boulot ailleurs, compléter ce boulot. Et effectivement, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aujourd'hui, plus de 200 000 Belges ont au moins 2 jobs. Mais surprise, la majorité d'entre eux ne sont pas des gens qui ont des problèmes de revenus. Il y a là-dedans 2 fois plus de diplômés d'études supérieures que de niveau d'instruction faible. Et les études tentent à montrer que la plupart des gens qui sont dans cette situation-là, c'est par choix au niveau passion, au niveau envie de développer une activité plutôt que pour des raisons pécuniaires. Donc aujourd'hui en Belgique, la situation de l'accès à l'emploi, la situation de l'accès aux revenus est de façon très marginale gérée par le fait d'aller chercher un deuxième job. C'est aussi lié à des questions de fiscalité. Il y a quand même une corrélation très forte. Si les études montrent qu'il y a une corrélation très forte. Mais autre question, est-ce que ce n'est pas lié aussi aux créditants qui aujourd'hui sont octroyés et qui permettraient alors du coup d'avoir une activité complémentaire indépendante? On va y arriver. Fiscale indépendante, on va y arriver, ça c'est avec 125 éléments. Ce qu'on constate dans les différentes mesures prises ces dernières années, mais il y a très peu de chiffres fiables, c'est pour ça que je ne les ai pas évoqués, du type les flexi-jobs dans l'ORECA, qui sont réservés justement des gens qui travaillent au moins déjà 4-5e temps, qui sont pensionnés. Donc on va dire, tiens là, typiquement, c'est un secteur où ça peut se développer.
il semblerait qu'on est quand même sur un effet d'aumône et de substitution majoritairement, que la plupart des gens qui sont dans des contrats flexi-job sont des gens qui avaient déjà des activités sous un type de contrat. Donc, je pense. Mais maintenant, pour être tout à fait honnête, il y a aujourd'hui encore aucune étude significative sur ce phénomène-là en Belgique. Autre phénomène important, c'est la question des indépendants. Et aujourd'hui, et c'est l'étude d'un secrétariat social que François m'a interdit de citer, donc vous la lisez, et donc c'est de nouveau pas un groupuscule de gauche. En Belgique, un indépendant sur 3 ne dépend financièrement que d'un seul client. Donc ce n'est pas un indépendant. Tout à fait. Plus fort, François. Je disais que quand les gens qui sont dans cette situation-là, donc qui ont un seul client, peuvent travailler maximum 2 ans pour ce client. Au bout de 2 ans, en réalité, ce sont des faux indépendants, donc des salariés qui peuvent être qualifiés et tout ce que ça représente pour eux au niveau fiscal et OSS. D'où petite minute de publicité. Nous avons lancé début d'année au niveau de notre organisation syndicale, c'est une première dans le pays, une section pour indépendants. On a été freelancer, et donc qui est une section interprofessionnelle, qui n'est pas liée à une centrale professionnelle, métallo, qui est bien interprofessionnelle, et qui s'adresse aux indépendants qui n'occupent pas eux-mêmes de travailleurs, pour éviter tout conflit d'intérêts, parce qu'effectivement, cette situation-là, à un moment donné, il faut accompagner les gens devant le tribunal pour le faire. On vient encore de gagner la semaine dernière une situation pour une coiffeuse. C'était assez... On a moins de mérite dans ce cas-là, puisque c'était sa patronne précédente qui l'avait mis fin à son contrat de travail et puis qui l'avait réengagée comme indépendante. Donc c'était assez facile à prouver qu'on était dans des situations qui n'étaient pas normales. Mais malgré tout, il y a toute une série de... Le travail indépendant se développe aussi très fort dans toute une série de secteurs, journalisme, photographie, et donc là, notre organisation intervient pas mal, avec une première victoire en Flandre, où nous avons pu dans une négociation, une restructuration d'un gros groupe de presse, obtenir exactement les mêmes avantages pour les salariés que pour les travailleurs indépendants, ce qui est aussi une première chose. Donc il y a là un secteur qu'il faut organiser, et qu'il faut organiser dans l'économie très classique. On parle très souvent du développement du travail indépendant, des nouvelles formes de travail, en parlant d'ubérisation. Ceux qui se baladent à Charleroi voient ces jeunes gens en vélo, des verrous attendent d'aller livrer des repas à des fainéants comme moi. Enfin, moi, je n'ai jamais fait. Là-dessus, je ne suis pas fainéant. Je vais manger au restaurant, directement. Mais finalement, ça, c'est une pointe d'iceberg et sur laquelle il faut travailler, c'est incontestable. Mais on se rend compte que les gens travaillent très peu de temps. La durée moyenne d'un contrat pour Uber et autres sociétés de ce type-là, c'est 2 mois. Les gens ne tiennent pas plus que 2 mois, c'est des conditions invraisemblables, c'est des détournements de la législation, mais United Freelancer est aussi fait pour eux. On arrive déjà au 6e volet. Maintenant, on ne soit pas trop long. Il faut laisser la place aux conversations. J'espère bien. L'avenir du travail, je le disais en introduction, mais c'est aussi tout ce qui est la digitalisation, l'intelligence artificielle. Vous aurez peut-être vu que le Kédis, il y a 2 mois, je pense, organisé tout un mois autour de l'intelligence artificielle dans la justice, dans la santé et dans le travail. On a eu des échanges tout à fait intéressants. Et ce qui se ressort de cela, de cette dimension-là, c'est que nous sommes plus sur une question de transition que sur une question de disparition de l'emploi. Toutes les études le montrent. On est finalement là de nouveau dans une révolution très classique en termes d'effets, beaucoup moins par sa nature technique, de par sa rapidité, mais en termes d'effets, on est sur des emplois qui se transforment plutôt que des emplois qui disparaissent. Et donc aujourd'hui, la question qui est en jeu sur ce terrain-là, comme sur les autres qu'on vient d'évoquer, sur les indépendants, fois indépendants, contrats, flexi-job, etc., ce n'est pas la fin du travail, ce n'est pas la fin de l'emploi, mais c'est bien la question de l'érosion de la relation d'emploi. Et c'est bien la question de la négociation.
Ce qui sauve la Belgique et toutes les études le montrent, c'est que nous avons beaucoup de conventions collectives. C'est qu'il existe effectivement des interlocuteurs sociaux qui se battent, mais qui arrivent à des accords. Et donc qui permettent que les conditions sont meilleures pour tout le monde, travailleurs comme employeurs. Et donc, en conclusion, on dirait que la question du travail, c'est celle du développement économique. Mais pas n'importe quel développement économique, un développement qui s'inscrit dans ce qu'on appelle, au niveau des syndicats européens, la transition juste, mais à la fois comment on fait l'alliance entre le social et les questions climatiques, comment on allie les questions pour reprendre les slogans des manifestants, de fin de mois et de fin du monde. L'autre aspect, c'est que la Belgique, elle est dans une situation qui lui permet, grâce à la sécurité sociale et à une fiscalité, d'être dans plus de justice. L'inégalité de revenus en Belgique, ce sont les colonnes oranges. S'il n'y avait pas de fiscalité et de sécurité sociale, grâce à la fiscalité et la sécurité sociale, c'est la colonne rouge. Et donc l'enjeu sur la question de l'emploi, du travail demain, c'est comment on garantit une fiscalité juste et une sécurité sociale qui continue à fonctionner. De nouveau, si on reprend le risque de pauvreté avant ou après redistribution via l'impôt à la sécurité sociale, on voit que la différence, orange de nouveau, est très nette. Donc notre système, qui n'est pas encore le meilleur, mais qui a le mérite d'exister, de sécurité sociale et de fiscalité, permet de façon très massive d'éviter la pauvreté dans ce pays. Ça nécessite un combat pour la sécurité sociale, sous de nouvelles formes de sécurité sociale. Je pense que la plus grande erreur que nous commettrions de notre côté, organisation syndicale, mais je pense que le reste de la société aussi, c'est de ne pas reconnaître que la sécurité sociale doit évoluer, puisque la situation d'aujourd'hui n'est pas la situation de 1946. La faire évoluer, c'est pas la faire disparaître. Et puis, c'est la question de la fiscalité. Aujourd'hui, si je travaille, que je gagne 1000, il me reste 621 après impôt. Si je touche des dividendes, je suis actionnaire, il me reste 700 après impôt. Si je loue ma maison, il me reste 872 après impôt. Et si je vends l'action, j'ai les 1000 euros. Donc là, la question de la fiscalité est plus de nouveau une question de justice. Est-ce que ce sont les travailleurs qui doivent porter le plus la contribution générale? Et donc, moi je suis assez d'accord avec tous ceux qui disent qu'aujourd'hui, en Belgique, on doit revoir l'impôt. Qu'aujourd'hui, pour toute une série de personnes, essentiellement tous ceux qui travaillent, on paye beaucoup trop d'impôts. Là, que chez toi. L'enseignement, les routes, la santé, etc. le transport public, la santé. Et après, enfin, j'ai vu une émission là-dessus. Toute une classe sociale, la classe moyenne, n'a pas de retour à ça. Ce sont des travailleurs et ne voient pas le retour de leur impôt, en fait. Pas nettement. Je pense que c'est un des grands défis. Pas nettement. C'est un des grands défis, c'est de s'en rendre plus compte. Ceux qui sont au-dessus, eux, voilà, sont taxés différemment. Ceux qui sont très très bas dans notre système perçoivent quelque chose, donc le sentent. Mais ceux qui sont la classe médiane, donc je travaille et il ne me reste plus que 621, eux ne sentent pas l'impact collectif de l'impôt, en fait, l'impact positif collectif de l'imposition. C'est ça que je voulais dire. Je pense que culturellement, on a perdu une vraie bataille par rapport à ça. Donc il y avait un communiste italien intellectuel qui s'appelait Gramsci, qui avait mis sur pied toute une réflexion que je trouvais tout à fait intéressante sur l'hégémonie culturelle. Il faut, à côté du combat social, aussi avoir un combat culturel pour pouvoir faire passer nos idées. Ceux qui ont le mieux compris Gramsci sont effectivement les ultralibéraux. Et il y a une hégémonie culturelle qui nous fait croire à tous que l'impôt c'est mauvais et qu'on ne fait rien avec. Je vous assure, même nous qui sommes dans cette catégorie où il nous reste 621 € parce qu'on en paye beaucoup trop par rapport aux autres. Demain, on n'en paye plus. Et on doit se mettre à payer
l'école. On doit se mettre à payer encore plus cher les transports en commun, etc. Je me rends compte que ça a quand même un intérêt, mais donc nous avons une responsabilité, en tout cas du côté de mon organisation, à relégitimer cette contribution. Excusez-moi. Oui. Par rapport au graphique que vous avez, au tableau que vous avez mis, quels sont les impacts de les mêmes catégories, ça fait 10 ans? Parce que ce que moi j'aperçois de ces chiffres, c'est que pratiquement agir dans une personne qui perçoit des dividendes, donc qui s'est relativisé en activité industrielle, ou pas, mais bon, c'est normalement une personne, des dividendes, c'est une activité peut-être industrielle, quelque chose. Ça fait 10 ans, à mon avis, il a porté beaucoup plus que maintenant. Donc on est en train de se transformer aujourd'hui dans une société dans laquelle l'industrie, proprement dite manufacturière, il est entre guillemets en décroissance par rapport à une épargne personnelle, je loue une maison, ou à des revenus purement financiers qui c'est je vends une action. Donc on est les marchés du travail, il est en train de changer, donc à mettre disons une pilier sur l'épargne et de la personne que chacun peut mettre de côté, et d'un autre côté sur des produits financiers qui ne sont pas produits industriels. Tout à fait. Non, tout à fait juste, mais donc l'effet de ça, ça veut dire une dualisation croissante et une paupérisation croissante. C'est tout le travail de Piketty, l'économiste français, avec la fameuse brique qu'il faut plusieurs mois pour... J'ai fait le manège, je l'ai acheté, il m'a fallu du temps. Je refuse de lire. Mais donc, ce qui montre bien, et j'avais après j'ai dû couper dans le schéma que je voulais vous montrer, j'ai un autre schéma qui montre l'évolution justement de la classe moyenne, prise en sandwich entre une classe de très riches qui croît. Il y a plus de riches qu'avant. Mais ça ne concerne quand même que quelques personnes, mais il y en a quand même un peu plus. Une classe de pauvres qui augmente très fortement et une classe moyenne qui s'écrase. Et avec, de nouveau, là, c'est toute la force culturelle à un moment donné du système ultralibéral, c'est continuer à faire croire à cette classe moyenne qui s'écrase que si elle s'écrase, ce n'est pas à cause de cette injustice-là, ce n'est pas à cause des riches qui continuent à profiter de ça, mais que c'est à cause des pauvres qui sont en dessous. Et ça marche de faire croire ça. Je m'explique, hein. Je n'ai toujours pas compris comment c'était possible, mais ça marche de faire croire 70% du salaire, et que l'activité en tant que telle couvre les 30% restants. C'est une proposition, une piste d'action. Et vraiment, cette fois-ci, pour conclure, je voulais redonner la parole aux jeunes. Nous avons, au niveau des jeunes CSC, en collaboration avec la chaire Travail Université de l'UCL, réalisé la plus grande enquête auprès des jeunes sur la question du travail qui ait jamais été réalisée dans ce pays. Plus de 6 000 jeunes interrogés. Et il n'y a aucune organisation qui a jamais fait quelque chose comme ça. Qu'est-ce que l'on voit? C'est quoi que nos jeunes nous disent pour demain? Et donc pour l'avenir du travail. Ils veulent un emploi, mais un emploi intéressant. 80% des jeunes disent, même si d'un point de vue pécunier, je n'ai pas besoin de travailler, je veux travailler. Parce que travailler, c'est se rendre utile à la société. Avec sécurité d'emploi, et donc cette fameuse notion de CDI, qui reste malgré tout la norme, contrairement à ce qui existe, contrairement à ce qui existe, avec un salaire décent, où ils viennent en aide et ont des relations sociales. L'attente des jeunes, mais on est là dans des proportions, sur par exemple la question de l'emploi intéressant, c'est 95% des jeunes qui disent, c'est pas une faible majorité. Sur la question des relations sociales et venir en aide, c'est 80%. Hein. Et on n'est pas sur des jeunes affiliés à une organisation ou l'autre, c'est vraiment une vraie recherche scientifique faite par l'UCL. J'ai un panel de 6 000 personnes, il n'y a pas beaucoup de sondages qui peuvent se permettre ça. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc je pense que notre responsabilité en tant qu'adulte, c'est effectivement de construire cette société-là. Anna, à vos questions. Oui, allez. Une thématique qui, en tout cas, suscite surtout que notre club, les membres de notre club sont, pour certains, plus actifs et d'autres actifs. Et nous nous étions rendus compte qu'il y avait
parfois une problématique au niveau de la compréhension de comment les actifs géraient leur temps et quels étaient justement ces changements au niveau du travail. Donc Fabrice nous a expliqué cela. Est-ce que vous en êtes content? Oui. Est-ce que ça a été intéressant? Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant? Qu'est-ce que vous avez trouvé interpellant? Le fait qu'il y ait... Enfin, moi, j'ai trouvé interpellant qu'il n'y ait que 1000 emplois qui soient créés en 10 ans. Est-ce qu'il y avait autre chose qui vous a interpellé? Des questions? Nicolas. Je voudrais rajouter une... Non, je m'en fous de ça. Je voudrais rajouter une couche sur ce qui a été dit. Et je trouve que les différents slides et la façon d'amener les choses sont vraiment fort intéressantes. Aujourd'hui, d'avoir été au rapport de la Belfus il y a 2 ans ici, la Belfus maintenant dit qu'il y a un nombre. Et donc quand la Belfus dit il y a des gens qui n'ont pas de compte bancaire, c'est pas qu'elle parle pour la Belfus, elle parle pour l'ensemble des banques. Et donc ça veut dire que c'est des gens, moi je travaille juste à côté et j'ai une entreprise qui permet justement à un certain moment de remettre des gens au travail, à l'emploi, etc., qui se rendent compte à un moment donné, qui servent à quelque chose, et c'est la première chose qu'on doit faire. Et donc ça veut dire qu'il y a une partie des gens qui sortent complètement des radars et qui sont dans aucun chiffre que Fabrice a proposé. Vu que maintenant, c'est des gens qui déchirent leur carte d'identité, qui vivent, si vous passez de Charleroi vers Marchienne, il y a un village qui est là, les gens qui sont là, c'est des gens qui sont nulle part. Et donc maintenant, on arrive dans un système en Belgique, et quand une banque le dit, ça veut dire que c'est des chiffres qui sont quand même éloquents, il y a des gens qui n'ont plus d'existence bancaire. Et je trouve que ça rajoute sur la question de la pauvreté un élément qui est encore plus important. Oui, puisqu'on parlait d'inclusion tout à l'heure dans la définition de la pauvreté. Enfin, moi, je tenais à faire une remarque. On parlait des gens qui font plusieurs boulots et que c'était des gens qui avaient des études supérieures, qui avaient fait des études supérieures, etc. Enfin, on en parlait avec mon voisin Alessandro. On a fait tous les deux des études supérieures, mais pour boucler notre monde, on doit faire quand même 3 ou 4 boulots. Donc, c'est pas par passion. C'est pas par passion. Oui, il y a l'autre partie, donc il y a la majorité des gens qui disent qu'ils ont un autre boulot par passion, par envie, mais donc ça veut dire qu'il reste quand même une grosse partie. Un bon 40% de ces gens-là qu'il faut pour des raisons pécuniaires. Non, mais voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'un salaire ne suffit plus. Moi, je m'étais fort intéressé au niveau des pauvretés, aux différentes ruptures. Comment j'ai présidé donc, le conseil d'administration d'une maison maternelle, une maison d'accueil, et on voyait là-bas qu'effectivement, on pouvait détecter chez une maman une série de déménagements qui provoquent bien entendu une série aussi de ruptures dans le parcours scolaire des enfants qui changent d'école continuellement, parfois 3 écoles sur un an. Quand on faisait un calcul avec le nombre de ruptures de ce genre-là, on arrivait à la conclusion qu'on arrivait dans les populations véritablement les plus pauvres. Et derrière tout cela, en fait, un des gros problèmes, c'est tout de même la qualité de l'habitat. Beaucoup de gens ont quand même une maison, tout le monde n'est pas à la rue, mais quand on voit la qualité de l'habitat, c'est assez effrayant. Si vous avez un salaire un revenu même d'intégration, par exemple, de 1300 € pour un ménage, c'est à peu près ça, je pense, et que vous cherchez une maison à louer, vous pouvez louer une maison à peu près à 30% de cela, essayez de trouver une maison correcte, convenable, à environ 400-450 €, si en plus il y a 2 enfants, 1 ou 3 enfants, c'est pratiquement impossible. Or, les habitations sociales sont parfois squattées par des gens qui ont quand même qui ont évolué et qui finalement pourraient peut-être trouver ailleurs. Il manque des habitations sociales et en plus les habitations sociales sont elles-mêmes parfois dans un état de délabrement absolument scandaleux, où c'est complètement pourri, ou c'est parfois pire que dans le privé. En tout cas, dans le privé, la situation est loin d'être jolie. Donc quand on calcule l'état de la richesse du pays, oui, on peut dire, les gens ont quand même un revenu à peu près correct. Mais avec ce revenu, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent au moins se loger décemment? Pas seulement décemment, mais ça va de pair aussi avec l'importance de l'habitat pour la santé. Une maison humide, pourrie, pleine de moisissures, eh bien ça cause évidemment
particulièrement dans la région Charleroi. Et à Fleurus, c'est pas toujours brillant non plus. Et à Ligny, où on est quand même dans la province de Namur, on est quand même étonné de rencontrer beaucoup de maisons dans un état tout à fait déplorable, mais qui sont louées à des prix quand même absolument invraisemblables. Voilà, j'ai dit. Un complément par rapport à cela, sur la question de l'emploi, si on regarde par catégorie le taux d'emploi, si on prend les couples avec enfants, on est là avec un taux d'emploi de 81%, c'est très élevé. Si on prend par contre une famille monoparentale, donc une femme très très souvent, parfois un homme seul avec enfant, on tombe plein un taux d'emploi de 66%. Et donc, c'est exactement ce que tu es en train d'entendre de ton témoignage à travers la maison infantile et tout ça. Effectivement, la situation des familles monoparentales est catastrophique puisque leur taux d'emploi est largement inférieur et donc leur revenu est largement inférieur. Merci. Moi, j'aimerais vous poser une question à tous, donc à mon club et à tous les participants. Après cette conférence intéressante, que pourrions-nous faire, nous? Ce serait dommage que ça en reste à une conférence. Est-ce que nous, Rotary Club, est-ce que nous pouvons nous positionner en tant qu'acteurs dans notre localité? Ça fait rire. Oui, mais je dis, on attend les propositions de la présidente. Moi, j'ai une proposition. Mais bien sûr que j'ai une proposition, mais après, ça doit venir de la base aussi. Mais on ne peut pas changer grand-chose soi-même. Mais non, mais nous, en tant qu'acteurs. Tous les gens qui ont des responsabilités ici peuvent y travailler dans leur profession. Parce que le Rotary, ce n'est pas d'abord donner un petit peu d'argent à gauche à droite, c'est d'abord utiliser nos relations pour faire avancer ne serait-ce que les idées. Oui, ou nous positionner, par exemple, travailler avec le plan de cohésion sociale à Fleurus. Serait-ce une idée? Travailler, nous intégrer dans le plan de cohésion sociale à Fleurus. Il y a un plan de cohésion sociale à Fleurus. Est-ce que ce serait intéressant? Je ne crois pas. Non. Non. Pourquoi? Je crois que ce n'est pas vraiment la place du Rotary. D'accord. Autre proposition? Des gens qui travaillent entre eux, qui sont habitués dans le niveau que dans social, dans des mini-conférences, avec la qualité qu'elle avait, on devrait pouvoir avoir une conférence. Ici, on a traité du travail. Est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'on revoie tout compte fait l'avenir de la santé? L'avenir de. Et on va voir, je pense qu'on aura des choses qui vont être vachement similaires. Et je pense que ça fait vraiment partie, pour un moment donné, je pense que Fabrice disait un moment, je pense, mais à un moment, le choc culturel il est là. Les gens entendent qu'effectivement, oui, sur la tension de la classe moyenne, forcément qu'on ne va jamais dire que c'est parce qu'un gars touche peu trop et c'est exagéré ce qui coûte de trop, mais par contre, on va dire que regarde celui-là, il roule en Mercedes et en plus il a le chômage. Et donc, c'est parce qu'on va pouvoir rediscuter. Donc, on devrait avoir, on a dans notre club un dentiste, est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'ils disent l'avenir de la dentisterie, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Parce qu'on entend en même temps que les dentistes sont débordés et qu'en même temps, il y a plein de gens qui ont des problèmes de dents. On pourrait utiliser aussi l'ensemble des ressources du club, nos ressources, et des avis extérieurs évidemment, mais nos ressources, pour réétudier ce travail sur la question de l'avenir. Parce que je pense que l'enjeu, il est là. Et la deuxième chose, je pense aussi que on a dans notre club, on a quand même des actions qui nous permettent de financer. On doit avoir la vigilance nécessaire d'eux. Je pense, comme André, que notre place n'est pas dans le bazar, le plan de cohésion, mais je pense que soutenir des projets et d'avoir notre œil vraiment en se posant la question et les 4 questions fondamentales de notre club, alors à ce moment-là, je pense que c'est ça qui devrait être vraiment fondateur chez nous. Merci Nicolas. Merci Fabrice. Merci Anna de l'invitation, c'était un plaisir.